Faut-il moraliser le capitalisme? C'est un sujet immense, avec des mots qui sont lourds de sens, et une question, en fait, ou un jugement implicite. Faut-il moraliser le capitalisme? Ça laisse entendre, a priori, que le capitalisme serait amoral ou ne serait pas moral. Alors, effectivement, il existe une école d'économistes qui penche pour le fait que le capitalisme en tant que théorie économique est libre de jugement de valeur, et il en est d'autres qui, au contraire, considèrent que le capitalisme en tant que théorie économique est fondé sur des valeurs, est fondé sur la morale, et l'erreur de beaucoup d'économistes est justement de ne pas tirer les conséquences de cette morale. Vous avez bien introduit le sujet, effectivement, il y a plusieurs écoles d'économistes, elles posent le problème dans des termes divers. Moi je vais vous faire un aveu. En soi, la question du caractère moral ou pas du capitalisme m'indiffère à peu près complètement, parce que je ne suis pas un moraliste. Et ce qui m'embête, si vous voulez, avec le capitalisme occidental contemporain, c'est pas qu'il soit amoral, c'est qu'il ne fonctionne pas. Je pense que si on veut situer le problème en termes dynamiques, la question à se poser, c'est est-ce que le capitalisme a besoin d'être moral pour atteindre les objectifs qu'on attend d'un système économique? Qu'est-ce qu'on attend d'un système économique? Pas en soi qu'il soit moral. L'économie n'est pas là pour produire de la morale ou pour fabriquer une société vertueuse. Il ne faut pas qu'elle empêche la société d'être vertueuse, pour d'autres raisons qui échappent à la sphère économique. Mais en elle-même, l'économie n'a pas besoin de fabriquer de la vertu, c'est pas ce qu'on attend d'elle. Ce qu'on attend d'elle, fondamentalement, c'est la production des biens, la prestation des services, qui font que les bases matérielles du développement humain sont garanties. Bon. Mon opinion personnelle, c'est qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons de fond, le système capitaliste tel qu'il fonctionne à présent, tel qu'il fonctionne en Occident, n'atteint plus cet objectif. La question, c'est est-ce que les carences morales qu'on peut ou pas trouver dans ce système, et à partir de là, forcément, la dissolution d'un certain nombre de cadres éthiques, expliquent ou pas le fait que le système capitaliste occidental contemporain n'atteigne plus ses objectifs principaux, puisque, à mon sens, il ne crée plus suffisamment, en tout cas, de richesse réelle. Alors vous avez donné l'expression que je n'avais pas utilisée jusqu'à présent, celle de système capitaliste. Je m'étais limité à envisager le capitalisme sous la forme d'une théorie économique, celle qu'on peut élaborer à partir de la notion mal définie de capital, surtout aujourd'hui. Je ne vous suivrai pas dans la voie que vous venez de tracer, qui consiste à faire référence à un système capitaliste. Je ne sais pas ce qu'est le système capitaliste actuel. Je sais qui vous êtes, je sais qui je suis, je sais les actions que je mène, j'imagine les actions que vous pouvez mener, et de fait, il y a une certaine coordination qui s'opère à de nombreux niveaux et qui fait que nos actions sont harmonieuses, le cas échéant sont conflictuelles, mais les conflits ne vont pas très loin. Il y a de l'harmonie qui s'impose aux uns et aux autres. Et cette harmonie, pour moi,
repose sur une notion le plus souvent ignorée par la théorie économique qu'on appelle aujourd'hui mainstream, qui est le droit de propriété, qui est la propriété. Toutes les actions que nous menons procèdent de cette propriété, de ce droit de propriété, et débouchent sur l'acquisition ou l'échange de droits de propriété faits sur une base volontaire ou, le cas échéant, obligatoire. Bon, alors, moi, je ne suis pas un économiste de métier, si vous voulez. Je ne suis pas dans la théorie de l'économie. L'économie, je la vois, de mon point de vue, de quelqu'un qui a travaillé comme contrôleur de gestion dans un grand groupe pendant une quinzaine d'années. Je la vois aussi, bien sûr, de mon point de vue, de citoyen ordinaire, membre de notre société, qui, à partir de là, est, entre autres choses, un consommateur. Ce que je vois concrètement, aujourd'hui, c'est une économie capitaliste qui, je ne sais pas si c'est lié à sa théorie, ou si c'est lié à la réalité de ce qu'elle est devenue dans le temps, ça ce serait un grand débat, a fini par fabriquer une sphère du capital spéculatif dont les exigences de rendement sont tellement déconnectées des capacités de création de richesse réelles en termes de production de biens, en termes de prestations de services, que, paradoxalement, cette énorme bulle de capital spéculatif ne peut plus fonctionner que par vampirisation sur le capital matériel et intellectuel réel. Ça, c'est ce que je vois. Est-ce que ça tient à la théorie générale du capitalisme ou pas? C'est un grand débat. En tout cas, moi, je parle du capitalisme tel qu'il agit, tel que je le vois, tel qu'il se manifeste aujourd'hui, concrètement. Est-ce que l'émergence de cette énorme bulle d'économie spéculative est liée à une carence en termes moraux dans ce système? Pour moi, c'est ça la question qu'il faut résoudre quand on se demande s'il faut moraliser le capitalisme. Implicitement, vous voyez d'un mauvais œil la spéculation. Je vais y revenir. Mais vous venez de commencer votre intervention en évoquant à la fois ce que vous voyez et en faisant abstraction de votre action, ce qui me semble paradoxal. Dans ce que j'avais dit juste avant, je faisais intervenir mon action, j'étais dans le coup, je ne considérais pas qu'il y avait une économie extérieure à moi-même, bien au contraire, je la considérais comme résultant de mon action, de la vôtre et de la coordination de nos actions. Et je disais cela justement pour répondre à ce que vous aviez dit antérieurement concernant l'économie en tant que système de production de biens. Cette vision abstraite, matérialiste des relations entre individus, je ne la connais pas. En revanche, je ne savais pas que vous aviez exercé la profession de contrôleur de gestion, que je trouve très intéressante, surtout en relation avec l'identification et la comptabilisation des relations qui peuvent exister au sein d'une firme, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Ce contrôle de gestion est justement ce qui devrait aujourd'hui être mis au premier plan et qui est laissé de côté. Vous évoquez le système capitaliste dans lequel on se trouve.
en tant qu'entité théorique, dans un système où la puissance publique, comme c'est le cas de la France, à 56,9% en 2010 de dépenses publiques, on peut s'interroger sur la réalité de cette entité système capitaliste. On est davantage dans une économie dirigiste ou, si vous préférez, un capitalisme d'État qui n'a strictement rien à voir avec le capitalisme de la théorie économique. Bien plus, vous êtes passé à la notion de capitalisme spéculatif. Alors, donnons le mot, vous ne l'avez pas utilisé, mais je le donne, parce qu'il va de pair avec, c'est le capitalisme financier. Le capitalisme financier serait aujourd'hui la pire des choses. Il aurait conduit aux difficultés, ou plus exactement à l'ajustement mondial, global, qui se déroule aujourd'hui, depuis maintenant 2007, depuis début 2007. Malheureusement, il faut se rendre compte que le déclenchement de cette bulle que vous avez évoquée n'a de fait strictement rien à voir avec le fonctionnement logique, avec la coordination logique de relations libres entre les individus. De fait, le problème de départ n'a été rien d'autre que les décisions politiques qui ont été prises par un président des États-Unis qui a voulu faire, comme on dit en France, de la discrimination positive, en anglais de l'affirmative action, qui a consisté à plus ou moins obliger les intermédiaires financiers américains à prêter à des gens complètement insolvables pour qu'ils acquièrent une propriété. De fait, les gens ont suivi l'incitation qui leur était donnée, et étant donné la politique monétaire qui a été suivie au début de la décennie 2000, eh bien, il s'est trouvé que beaucoup n'ont pas pu commencer à rembourser ce qu'ils s'étaient engagés à rembourser, et ça a conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui les actifs toxiques, qui se sont épanouis au grand jour. Cette bulle financière, effectivement, est une bulle spéculative, entièrement d'accord, mais loin d'être le résultat d'actions individuelles fondées sur des droits de propriété, résulte du fait du prince, en l'espèce du président des États-Unis, Bill Clinton, qui, pour améliorer son image de marque auprès de la population, a dit, eh bien, il faut prêter à des gens insolvables. La vraie spéculation n'est pas cette spéculation incitée par la puissance publique, mais c'est la spéculation de vous et moi. Si nous ne spéculions pas, nous ne serions pas là, en ce moment, en train de parler. La spéculation, ce n'est rien d'autre qu'une projection dans le futur, dès l'instant qu'on admet que le futur existe. C'est le refus de vivre au jour le jour, comme tendrait à nous y condamner l'organisation de la sécurité sociale obligatoire mise en place en France en 1945. Alors, si je fais le tri dans ce que vous venez d'expliquer, la première remarque que j'aurais tendance à faire, c'est que moi j'applique l'adage latin is feci qui prodest, celui qui a fait la chose, c'est probablement celui qui en a tiré profit. Vous me permettrez de constater que la mécanique des subprimes a permis de combiner avec l'abolition de la loi Glass-Steagall, a permis, en adossant les banques d'affaires américaines aux banques commerciales, de leur donner des muscles beaucoup plus importants pour faire face à une concurrence enclenchée par la City londonienne. Et sachant que l'abolition de la loi Glass-Steagall est essentiellement l'œuvre de M. Rubin, on peut penser, je ne dis pas que c'est forcément le cas, je dis on peut penser que dans l'histoire, la discrimination positive a surtout servi de prétexte, qu'elle a été un habillage qui arrangeait en quelque sorte la classe politique, mais que les motivations fondamentales tiennent à la concurrence entre les grands prédateurs bancaires internationaux.
Bon. Ensuite, concernant la réalité aujourd'hui de l'économie telle qu'elle fonctionne, je trouve assez comique que vous me disiez en gros, la spéculation, c'est vous et moi qui la faisons. Et ça, dans la théorie de l'économie, c'est le cas. Mais dans la réalité des relations aujourd'hui telles qu'elles se nouent entre les acteurs, on n'en est plus du tout là. Prenez par exemple ce qui vient de se passer sur la dette souveraine de certains pays d'Europe du Sud. Voir dans ces mouvements le simple jeu spontané des acteurs, l'effet de la main invisible des marchés, quand on connaît le taux de contrôle de certains acteurs stratégiques, en particulier la banque Goldman Sachs, sur le marché des warrants, sur la dette souveraine, quand on connaît le pouvoir de recommandation des agences anglo-saxonnes, et quand on analyse les besoins en capital de l'anglosphère actuellement, et le problème qu'elle a avec l'émergence de l'euro comme monnaie de réserve potentiellement rivale du dollar, on voit très bien que dans la réalité des rapports de force, des rapports entre les acteurs, c'est pas vous et moi qui faisons la spéculation. Ce sont des acteurs d'un très grand poids, d'un poids comparable à celui des États et peut-être d'une certaine façon supérieur. Et là où je vous rejoins, c'est qu'il faut se demander si aujourd'hui on est encore dans le capitalisme classique. On peut se demander, quand on voit le fonctionnement aujourd'hui des marchés, si les marchés en fait existent encore. Est-ce que nous ne sommes pas en présence d'un capitalisme qui mute en préservant le pouvoir de certains de ses acteurs les plus centraux vers des solutions de type de plus en plus socialiste, sauf que ce socialisme ne se traduit pas par des expropriations, mais plutôt par l'appropriation de l'État par certaines puissances financières. Ça, sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Mais dans la réalité, si vous voulez, des rapports de force et des jeux économiques aujourd'hui, ce discours appuyé sur la théorie économique libérale pure, du point de vue de quelqu'un qui observe la réalité des jeux d'acteurs et qui mesure en particulier, vous m'avez dit tout à l'heure que je ne ramenais pas ça à ma propre action, mais de quelqu'un qui mesure en particulier l'insignifiance de sa propre action. Quand on est aujourd'hui au contrôle de gestion industrielle d'un grand groupe, ce qu'on voit tous les jours, c'est que la marge qu'on peut dégager sur un projet de production, un projet qui va créer de la richesse réelle, compte tenu des exigences du capital, cette marge ne peut plus être dégagée de façon saine dans des investissements à long terme. Ça, c'est quelque chose qu'on voit concrètement et c'est là qu'on mesure à quel point, dans la réalité des rapports de force économiques aujourd'hui, un acteur de l'économie réelle, un acteur standard qui ne bénéficie pas d'effets d'échelle majeurs et qui ne bénéficie pas en particulier de la possibilité ouverte aux acteurs du système bancaire de se refinancer dans des conditions nettement préférables par rapport à celles des acteurs économiques autres, ce qu'on mesure concrètement, c'est l'impossibilité d'agir, l'impossibilité de peser. Impossibilité d'agir, impossibilité de peser, peut-être jusque à la décennie 50, début décennie 60, mais il y a eu en fait un basculement technologique dont nous sommes tous aujourd'hui les bénéficiaires, et je réduirai ce basculement technologique à ce qu'on dénomme la loi de Moore. Au terme de cette loi, tous les 18-24 mois, la capacité de mémoire des ordinateurs, la capacité en transistor double.
Nous étions, début 70, à 1000 transistors. En 2008, le cap des 10 milliards de transistors a été dépassé et nous vivons actuellement en 2010. Nous sommes donc dans cette étape qui va faire passer de 10 milliards à 20 milliards de transistors. C'est considérable et justement, même la spéculation, même l'imagination humaine ne peut pas cerner ce qui va se produire. À ce titre, je considère que la liberté relativement à la technologie, eh bien, a gagné de façon, pour l'instant, fabuleuse. Si je dis cela, c'est justement pour faire apparaître la dynamique dans laquelle nous sommes. Ce rapport de force auquel on pouvait faire référence au XIXe siècle, quand certains l'ont mis à jour ou ont prétendu le mettre à jour, se trouve être balayé par de telles lignes de force technologiques. Je me souviendrai toujours, à la fin de la décennie 60, IBM était considéré par certains comme l'abomination de la désolation. C'était vraiment le démon capitaliste par excellence. Qu'est-ce qu'IBM aujourd'hui? C'est une compagnie de services informatiques qui essaie de s'en tirer tant bien que mal. À l'époque, Intel n'existait pas. À l'époque, Microsoft n'existait pas. Ces entreprises ont émergé dans la décennie 1970. Et puis toute cette technologie mobile et audiovisuelle que certains vont condamner aujourd'hui et qui est source de services à la personne et source de services qui sont vendus à des prix qui permettent à chacun, aux uns et aux autres, de pouvoir en bénéficier. Autrement dit, l'intelligence humaine, la spéculation humaine, l'imagination humaine a trouvé un point d'achoppement récent qui a permis de faire en sorte que les uns et les autres tirent des bénéfices du produit, du service, produit immatériel, du service qui en résultait. Voire même, certains iront jusqu'à dire que certains systèmes politiques se sont effondrés parce qu'ils ne pouvaient pas résister à cette évolution technologique. Cela étant, et j'en reviens à ce contrôle de gestion, ce qui manque aujourd'hui et qui est la cause des maux actuels, de l'endettement de ces États absurdes, une entreprise ne s'endette pas inconsidérément, parce qu'elle sait que sa solvabilité, son image de marque sur les marchés, et entre parenthèses je dirais, le marché c'est toute relation que nous avons ensemble, je ne trouve pas un sens péjoratif au marché, ni un sens organisationnel. Pour moi, marché et contrat, c'est la même chose, dès l'instant que la volonté et la liberté de chacun entrent en ligne de compte. Mais aujourd'hui, ce qui manque, restons en France, à l'État de la France, c'est qu'il n'y a pas de contrôle de gestion. C'est que la Cour des comptes, quoiqu'elle ait fait des progrès depuis maintenant une quinzaine d'années dans ses rapports en essayant d'être un peu plus incisive et qu'elle essaie de mettre en face de leurs responsabilités, si tant est qu'un ministre ait des responsabilités, les ministres en question, eh bien, il n'y a pas de contrôle de gestion. On continue. Pensez tout de même, on est en juillet aujourd'hui, il y a 9 mois, la classe politique en place a eu le culot d'essayer de faire passer auprès de vous et moi l'idée qu'un emprunt supplémentaire permettrait de résoudre l'endettement déjà colossal de l'État. C'est prendre les gens pour des imbéciles. À l'époque, je me renseignais au travers
d'Internet et je voyais toutes les difficultés qui apparaissaient justement pour ces dettes souveraines dont vous venez de parler, eh bien, je me disais, mais la France est dans cette situation et ça ne peut qu'apparaître d'ici quelques mois. Quand, je ne sais pas, mais ça va nécessairement apparaître. Autrement dit, le contrôle de gestion, qui est une action intime de chacun et qui, le cas échéant, donne lieu à entreprise de service, évite de faire des bêtises dès l'instant qu'on est en relation avec la morale de base, propriété et liberté. Mais dès l'instant qu'on est homme de l'État, que l'on se dit on a une espèce de cheptel qu'on va pouvoir imposer et à partir de là on va tirer les sommes dont nous avons besoin, on fait miroiter ça au marché financier et en conséquence, plutôt que d'imposer les gens, on va s'endetter auprès d'eux. Ça marche un temps, mais un jour ou l'autre, ça craque. Et aujourd'hui, après cette phase de bulle financière éclatée, bulle, je le maintiens, à l'initiative de cette politique de l'État américain complétée par la politique monétaire qui a été suivie, cet éclatement de la bulle étatique américaine donne lieu aujourd'hui à des bulles moins flagrantes, mais qui se juxtaposent les unes aux autres, dont les initiateurs sont les hommes de l'État, qui s'affranchissent des contrôles de gestion, qui méprisent les contrôles de gestion, pour la bonne raison que leur démarche ne repose pas sur des droits de propriété, le contrôle de gestion repose sur des droits de propriété, et en conséquence, eh bien, les difficultés actuelles ne peuvent que continuer et n'ont strictement rien à voir avec une espèce de déterminisme qui serait fatal si on limite le sujet au capitalisme. Moi, je l'étendrai un peu plus à l'économie de marché. Alors, je ne vais pas répondre point par point à tout ce que vous venez d'expliquer parce que ça nous entraînerait loin et puis il y a beaucoup de choses. Je vais m'arrêter simplement au dernier point. Ça me paraît le plus structurant. Le contrôle de gestion est une technique. Un contrôleur de gestion, même quand il fait du contrôle de gestion stratégique, c'est-à-dire quand il s'assure de l'exécution du plan de marche au niveau stratégique et de l'exécution des plans correctifs lorsqu'il y a eu un écart, même quand il fait du contrôle de gestion prospectif à travers la mesure de la rentabilité prévisionnelle, il n'applique qu'une technique. C'est une technique, et en particulier, ça ne définit pas la stratégie, ça ne définit pas les objectifs. Un contrôleur de gestion, dans n'importe quelle entreprise, ce n'est pas lui qui dit voilà ce que vont être les objectifs. Lui, on lui dit voilà les objectifs, à toi de suivre pour qu'on soit mis au courant avec le maximum de réactivité si jamais manifestement on dérive. C'est tout. Ce dont manquent à mon sens aujourd'hui les États, ce n'est pas de contrôle de gestion. Bon, sans doute on pourrait améliorer les choses. C'est vrai que il y a une gabegie dans certains secteurs de la dépense publique en France qui est absolument scandaleuse, pendant que d'ailleurs dans d'autres secteurs c'est la bon. Mais fondamentalement ce n'est pas de contrôle de gestion aujourd'hui que manquent les classes dirigeantes, c'est de vision stratégique. Elles n'ont plus de vision stratégique autonome. On nous dit que, et c'est plus ou moins ce qui est en filigrane derrière les discours qui nous sont tenus aujourd'hui, le rôle de l'État, en quelque sorte, ce serait d'équilibrer ses comptes, et que son objectif doit être d'équilibrer ses comptes. Ah, c'est un point de vue, mais on peut en avoir d'autres. On peut considérer, par exemple, que le rôle de l'État, lorsque, manifestement, l'économie est en train d'entrer dans un cycle déflationniste, c'est d'euthanasier la rente
c'est de relancer l'économie au besoin par la dépense publique. Je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire. Je dis que c'est une autre possibilité et une autre vision. Aujourd'hui, ce qui me frappe dans la situation où nous sommes, c'est pas du tout que l'État manquerait de contrôle de gestion, c'est qu'il n'a pas de stratégie. Parler de stratégie, c'est utiliser un synonyme de la spéculation que l'on a évoqué juste avant. La stratégie ou la spéculation, c'est strictement la même chose. On se projette dans l'avenir, on se fixe des objectifs qu'on imagine, et on imagine des moyens permettant d'atteindre ces objectifs. Cette stratégie, c'est pas une stratégie de classe dominante ou de classe dominée, c'est une stratégie de l'individu. Il y a des individus qui vont choisir de mener telle ou telle activité, d'autres activités. C'est très bien, c'est un fait. Le contrôle de gestion est une technique, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais justement, cette technique de contrôle de gestion donne des informations à ces gens qui essaient de se projeter dans l'avenir, qui essaient d'imaginer le futur, qui essaient de spéculer sur le futur. On ne fait rien à partir de rien. Il n'y a que dans le pays d'Alice, celui des merveilles, où on peut envisager qu'on procède à partir de rien. Nécessairement, il y a des choses connues et par conséquent en propriété qui vont être utilisées, qui vont être transformées en d'autres choses qui deviendront connues et qui à ce moment-là seront appropriées par les uns ou par les autres. On peut regretter aujourd'hui que cette stratégie soit, disons, en régression, mais je donnerai comme première cause de cette régression, justement, la démarche de la puissance publique. Et je me limiterai là encore à la France. Dans un pays où d'une année sur l'autre, les politiques changent la loi de finances, comment un chef d'entreprise qui essaie de faire fonctionner son entreprise et qui essaie que tout fonctionne bien, à commencer par ne pas licencier et essayer d'embaucher, comment peut-il faire avec cette incertitude qui est créée par, la loi de finances annuelle, laquelle va être assortie de lois rectificatives, laquelle va être assortie de réglementations qui vont être fixées par les directeurs des administrations de chacun des ministres. C'est impossible. Justement, une façon de gérer l'incertitude, c'est d'anticiper l'avenir. Bon, les anticipations peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises, c'est un fait. Étant donné ces anticipations, allez, on met en place des stratégies, elles peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises. Ok, mais c'est notre sort. Là-dessus, on peut faire intervenir des techniques. C'est la technique de contrôle de gestion. Elle fournit des données, certaines sont bonnes, certaines ne servent à rien. Ok, mais tout cela, c'est un ensemble. Et à partir de là, je dirais, nécessairement, c'est le seul moment où je ferai allusion au déterminisme, nécessairement, il va en résulter quelque chose. Et on a les exemples des industries florissantes qui sont apparues depuis maintenant une trentaine d'années, et au contraire, des industries qui sont en régression, et que la puissance publique essaie par tous les moyens, pour des raisons d'opportunisme, de maintenir. Tout à l'heure j'évoquais Intel, j'ai évoqué Microsoft, je pourrais aussi évoquer Nokia. Ce sont des industries qui étaient inimaginables il y a 50 ans, surtout Nokia ayant été créé au départ pour rembourser les réparations de guerre qui lui avaient été imposées par l'URSS en relation avec la guerre de la Finlande contre l'URSS au début de 39-45. Bref, l'incertitude est un fait que vous et moi connaissons et devons gérer.
il y a des possibilités, on a des capacités de gérer cette incertitude. Bien. Et nous faisons cette gestion du mieux que nous pouvons, sans spolier qui que ce soit, en fonction de ce que nous avons. Malheureusement, à côté de cela, il y a des gens qui se prétendent omniscients, omnipotents, détenir la vérité. Ils la détiennent tellement que maintenant, ils tendent à faire vivre les gens au jour le jour. Et là-dessus, il y a des suites d'erreurs qui ne font que s'accumuler. Et on parle de bulles. Hier, on aurait parlé de crise. Bon, les choses évoluent dans ce sens. Si j'en reviens, et je terminerai mon propos là-dessus, si j'en reviens à la question fondamentale, faut-il moraliser le capitalisme? Je dirais, en l'espèce, le capitalisme dont je parle, c'est le capitalisme fondé sur des droits de propriété. Que ces droits de propriété portent sur la chose la plus simple, ou portent sur les moyens de production. Moraliser, c'est reconnaître cette propriété, qui n'est pas reconnue, à commencer par les hommes de l'État, et en reconnaissant cette propriété, eh bien, on fera disparaître l'incertitude cause des destructions que nous connaissons et qui s'accentue depuis maintenant une vingtaine d'années avec les crises financières qui n'ont toujours comme point de départ que des décisions absurdes qui ont été prises par les hommes de l'État. Alors, donc on me demande de parler un petit peu plus longtemps puisque vous avez pris beaucoup d'avance. Alors je vais m'épancher. D'abord, ce que vous dites concernant l'émergence de nouvelles industries ayant obtenu des taux de croissance très importants ces 20-30 dernières années est tout à fait exact. Mais il ne faut pas perdre de vue que ces industries ne représentent qu'une fraction de l'activité économique et que ce qui est très frappant, c'est que dans l'ensemble, ces industries correspondent à des prestations de services et à des créations de biens en quelque sorte virtuelles. Or, jusqu'à plus ample informé, nous sommes dans le corps, nous sommes matériels. Donc ça, je ne conteste pas qu'il y ait des industries dans ces domaines-là qui arrivent encore à satisfaire dans une certaine mesure aux requêtes en termes de rentabilité qui sont formulées par les actionnaires, par les investisseurs. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi d'autres industries qui n'y parviennent plus, d'autres activités économiques qui n'y parviennent plus de façon structurelle, et que à partir de là, il faut se demander ce qu'on fait. Alors, quand il s'agit d'industries aussi cruciales que l'agroalimentaire, l'automobile, on peut le regretter d'ailleurs, mais qui est bel et bien une industrie très importante dans l'ensemble de notre chaîne de production. Il n'y a pas beaucoup de chaînes logistiques dans notre économie qui peut fonctionner sans le moteur à explosion. Faut-il considérer que, puisque ces entreprises, ces industries ne parviennent plus à dégager les taux de rendement exigés par les marchés, en tout cas en Europe, eh bien, il faut laisser tomber ces entreprises-là et rentrer dans des logiques de spécialisation compétitive dans les domaines où nous sommes là encore capables de dégager les taux de rendement exigés. La logique de spécialisation compétitive, la logique d'attractivité du territoire, il y a un pays en Europe qui a joué cette carte-là depuis 20 ans, c'est la Grande-Bretagne. Vous avez l'impression qu'ils vont beaucoup mieux que les Allemands? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression que c'est les Allemands qui vont mieux. Et entre les deux, il y a la France,
qui va à mon avis un peu moins mal que la Grande-Bretagne, sur le plan de l'économie productive en tout cas, mais pas beaucoup moins mal. Alors pourquoi en Allemagne ça va moins mal? Eh bien tout simplement parce que les Allemands sont des pragmatiques. Ils se sont dit bon, il faut qu'on trouve un modèle économique qui nous permette de maintenir notre capacité de production, de continuer à créer de la richesse effective sur le long terme. Alors qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé en réalité, quand on analyse l'évolution de leur économie, de devenir un pays émergent. Parce que c'est bel et bien ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait dans un cadre général qui a été en fait très régulé. Le patronat allemand est très cohérent, il a des organisations qui sont étroitement imbriquées avec celles de l'État, ça ne date pas d'hier. Pour l'instant, bien joué. Ils n'ont pas joué la spécialisation compétitive. Ils n'ont pas dit « Ah, puisque notre industrie automobile ne dégage plus les marges nécessaires, on va la laisser tomber, on va tout mettre sur les biotechnologies et les nouvelles technologies, comme les Anglais. » Ils ont dit « On a besoin d'une industrie automobile, parce qu'on a besoin de maîtriser nos chaînes logistiques. Donc on va s'organiser pour faire face. » Bon. Tout ceci pour dire que la logique consistant à dire « Il faut que les industries à tout prix répondent aux commandes des marchés » fragilise beaucoup les économies des pays, et même des zones de pays. Et il y a un moment où la puissance publique doit jouer son rôle intelligemment. Par contre, là où vous avez tout à fait raison, à mon avis, c'est de dire qu'en France, c'est très très mal géré. Là, je suis tout à fait d'accord. Nous avons en France, à mon humble avis, la classe dirigeante la plus médiocre d'Europe. C'est catastrophique parce que nous avons une classe dirigeante qui fait semblant devant la population d'avoir une politique soucieuse en quelque sorte des questions sociales, mais qui en même temps fait semblant devant la puissance économique en quelque sorte des marchés, et on sait que la puissance économique des marchés, ce sont quelques centres de décision qui la structurent. Ils font semblant devant cette puissance économique d'avoir un plan, en quelque sorte, de développement économique réel à long terme. Donc on est dans le faire semblant des deux côtés. On fait semblant devant le peuple d'être, entre guillemets, sociaux, et on fait semblant devant les marchés d'être, entre guillemets, de rechercher la compétitivité. Je suis absolument d'accord, c'est du grand n'importe quoi. Bon, cela dit, aujourd'hui, tous les pays occidentaux sont en difficulté, peut-être à l'exception de l'Allemagne, qui a moins de difficultés que les autres. Les États-Unis ont un déficit budgétaire monstrueux. La Grande-Bretagne, il faut bien le dire, est en route vers un rattachement un jour à la catégorie des pigs. Ça sera le premier grand pig du Nord en quelque sorte, hein, à côté de l'Irlande. Ce ne sont pas des pays qui sont caractérisés par un poids de l'État extraordinaire. Donc on voit bien que, même si sans doute la façon déplorable dont notre État est géré joue un rôle dans notre crise, il y a d'autres raisons plus profondes. Alors maintenant, moi je vais vous donner mon analyse. C'est là qu'on va reboucler sur la question de faut-il moraliser le capitalisme ? Je pense que nous avons aujourd'hui une sphère spéculative, j'insiste, et je ne suis pas d'accord du tout avec vous pour dire que spéculation et stratégie c'est pareil. La spéculation, ça consiste à vouloir poursuivre un objectif qui est dégager du profit.
Le spéculateur a comme objectif le profit. Donc c'est une stratégie, mais ce n'est pas toutes les stratégies possibles. Il y a d'autres stratégies possibles, et en particulier, il y a des stratégies tournées vers le développement de l'économie physique de production. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on peut faire abstraction de la sphère financière. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire comme si, en quelque sorte, la question du profit ne se posait pas. Mais ça veut dire qu'on n'en fait pas l'objectif unique. C'est la stratégie que les Allemands ont suivie. Depuis un certain nombre de décennies, l'Allemagne se torture, il faut bien le dire, elle s'est fait très mal socialement, pour pouvoir maintenir ses capacités de production, pour pouvoir maintenir son économie physique de production dans un environnement financier agressif. Donc, on peut imaginer des stratégies extérieures à la sphère spéculative. Et à mon avis, aujourd'hui, et c'est là qu'on va reboucler sur la question de la morale, on a une grande partie des processus de décision économique qui ont été entièrement captés par les financiers. Alors c'est curieux d'entendre quelqu'un qui fait du contrôle de gestion dire ça, mais enfin c'est mon opinion. On nous a donné beaucoup trop de pouvoir, à nous, les financiers. Et on en a enlevé beaucoup trop aux ingénieurs. On en a enlevé beaucoup trop aux connaisseurs du marché. D'où ça vient ça ? Ça vient, en réalité, si on analyse sur le fond, du fait qu'il y a une telle exigence de rendement. Et là, on pourrait remonter, si on voulait, à la question de l'accumulation de cet énorme capital sans contrepartie réelle qui a été fabriqué par un ensemble de dérives du système très compliquées. J'en citerai 3 principalement. 2 auxquels vous pensez certainement et une qui va un petit peu plus vous surprendre. D'une part, des politiques monétaires laxistes, absurdes. Bon, il y a quand même eu plusieurs années où le taux d'intérêt réel aux États-Unis était inférieur à l'inflation réelle de plusieurs points, donc on marche complètement sur la tête, c'est du délire, on est bien d'accord. Deuxième raison, tout simplement, la loi des rendements dégressifs et le fait que, à partir du moment où le taux de croissance depuis le début des années 70, depuis la fin des 30 Glorieuses, disons, est retombé à un niveau traditionnel, dès lors qu'on maintient, qu'on revient en fait au taux de répartition de la plus-value entre capital et travail au niveau de ce qu'il était dans les années 60, parce que si on prend l'historique, à la fin des années 70, fin des 30 Glorieuses, les gouvernements ont essayé de compenser pour pouvoir continuer à développer le marché en rabaissant, en rabotant la part du capital. Puis à la fin des années 70, début des années 80, on est revenu à la répartition entre capital et travail dans la plus-value qui prévalait avant les années 70. Sauf que comme à ce moment-là, il n'y avait plus de croissance, il n'y avait pas non plus de croissance des marchés. C'est la deuxième raison du fait qu'à partir de là, vous avez une accumulation de capital financier, en quelque sorte, qui ne se trouve plus de déboucher dans l'économie réelle. Et puis il y a une troisième raison à laquelle on ne pense pas beaucoup en général, mais il serait temps de s'y intéresser. Il ne faut pas oublier non plus, et c'est un vrai problème aujourd'hui quand on s'intéresse à la réalité du système capitaliste dans lequel on fonctionne, qu'on estime que chaque année dans le monde, les revenus des activités illicites et en zone grise dégagent, bon, évidemment forcément on a du mal à évaluer, mais de l'ordre probablement de 2000 milliards ou 2500 milliards de dollars de revenus, dont une forte proportion est recyclée dans le blanchiment d'argent. Et il ne faut pas l'oublier ça non plus, c'est un biais important dans le système, en particulier via les paradis fiscaux. Donc, comme on a cette énorme masse de capital qu'il faut rémunérer, qui doit se rémunérer, les dirigeants à tous les niveaux, et là je vais être relativement libéral, effectivement je pense qu'il n'y a pas de volonté délibérée, que c'est le jeu des acteurs confrontés à cette situation qui a engendré ça, ont perdu de vue d'une certaine façon que le bien en matière économique, et là on va reboucler sur les catégories morales, c'est la création de richesses effectives. Le bien,
c'est devenu la création de valeur comptable. Or, c'est pas la même chose. Ça va, j'ai rééquilibré? Bon, à vous. Oui, oui, entièrement d'accord. Ce n'est pas du tout la même chose. Et sous le mot bien, je mets à la fois les produits matériels et les services. J'étais surpris que vous sembliez ne pas attacher d'importance aux services. Mais il me semble que le service, c'est ce qui s'attache le plus facilement à ce qu'on peut penser. Notre pensée est immatérielle, le service est immatériel, la satisfaction que nous tirons d'un service nous situe dans l'immatériel. À cet égard, c'est la théorie économique mainstream qui a enfin mis le doigt là-dessus dans la décennie 60 avec Gary Becker, qui vont reprendre des idées d'économistes français plus ou moins ignorés comme Frédéric Bastiat, qui consiste à dire mais que la chose en tant que telle, le verre, n'a aucune espèce d'importance. Ce qui a de l'importance, ce que nous valorisons, ce sont les services que nous rend cette chose. De fait, quand nous échangeons des objets matériels, nous échangeons des paquets de services qui sont structurés, et c'est en fonction des services qu'on espère utiliser de ces choses que nous allons accepter de payer tel ou tel. Autrement dit, aujourd'hui nous sommes effectivement dans une économie de services, je vois ça d'un excellent œil. La théorie du capitalisme dont je parlais se boucle très facilement sur cette notion de service. Il n'y a rien d'antithétique. En revanche, il se trouve que la puissance publique, eh bien, va essayer de dénaturer ou de détourner les services en question. Et certaines fois, il est plus facile de tourner en dérision un service ou de l'interdire que d'empêcher un échange de choses. Et ceci m'amène à ce que vous avez dit concernant ce passage de l'ingénieur au financier. J'évoquais les nouvelles industries qui sont apparues dans la décennie 70 en relation avec l'informatique. Bien. Mais on peut dire que 20 ans auparavant, il y a toute une recherche dans le domaine économique qui s'est développée, qui est la recherche financière. Et les premiers économistes qui l'ont développée ont été récompensés par le Nobel quelques décennies plus tard. Et de fait, tous ces travaux sur le rendement des actifs, sur la prise en considération du risque de ces actifs, procèdent de ces théories. Et de fait, ces théories ont donné lieu à la mise en œuvre de techniques. Et effectivement, le contrôle de gestion, c'est une technique, mais vous avez aussi des techniques de gestion de ces actifs. Et ces techniques, comme toute technique, présentent des avantages et des inconvénients, et certaines fois présentent de grosses impasses. Et en particulier, en matière financière, on vient de s'en rendre compte ces dernières années, la grande impasse a été que les financiers ont utilisé aveuglément des modèles de gestion des actifs financiers. Et moi je vous dirais, je fais un cours à Dauphine, je faisais un cours à Dauphine d'économie financière, je mettais en garde les étudiants, je leur montrais justement comment on était arrivé à ces techniques de gestion des actifs, financiers ou non financiers, ça n'a aucune espèce d'importance. Et je leur disais, mais attention, il faut savoir pourquoi vous allez utiliser tel modèle mathématique plutôt que tel autre. Et de fait, on se rend compte aujourd'hui que les hypothèses mathématiques qui ont conduit
ceux que vous appelez les grandes puissances financières, à des énormités. Parce que les hypothèses qu'ils faisaient se sont avérées en contradiction totale avec la réalité. Autrement dit, et pour en revenir à ce sujet, la morale, faut-il, je vais être extrême, faut-il assujettir le capitalisme à la morale? Je dirais non. Justement, c'est le libre arbitre de chacun qui doit l'amener à prendre des décisions qui feront que, eh bien, il ne fera pas les choses aveuglément. Les bulles financières ont été créées, certes, par les décisions des États, mais aussi par l'application de modèles qui n'auraient pas dû être appliqués. Et ça a conduit à nos résultats. Alors, ce que je pense, en ce qui me concerne, si vous voulez, je pense que la notion de libre arbitre est au cœur du sujet. Là, on va sortir un petit peu du cadre économique, on va parler de morale. Si ces modèles financiers dont vous parlez ont été appliqués, c'est parce que un certain nombre d'acteurs ont été mis dans une situation où, au regard des critères de décision qui leur étaient pratiquement imposés par la nature de leur rôle, eh bien, ils étaient amenés à utiliser ce type de technique. Bon, à ça se sont ajoutés évidemment quelques margoulins qui ont inventé des machins qui s'appellent des schémas de Ponzi, enfin Bernard Madoff et ce genre de type, mais ça en réalité c'est marginal, c'est pas le fond du problème. Bon, on les a mis dans une situation où on leur a dit voilà, vous devez dégager du profit comptable. Le critère de décision unique sera là. Et ils ont dit oui, d'accord, nous allons appliquer ce critère de décision unique. Alors s'agissant des traders, s'agissant des directeurs de salles de marché, s'agissant des financiers purs, c'est normal, c'est leur métier. Bon, leur travail, on leur coûte l'argent, c'est de le faire travailler. On ne peut pas leur reprocher de chercher à le faire travailler. Le fond du problème, c'est au niveau des dirigeants, des gens qui définissent les régulations. Il y a un moment où ils auraient dû voir que ces modèles conduisaient à la catastrophe. Bon. Alors là, il y a deux explications possibles. Première explication possible, ils sont idiots. Franchement, je n'y crois pas. Quand on me dit que Bernanke ou Greenspan avant lui n'ont pas vu où leur politique de taux d'intérêt conduisait, je me dis, écoutez, s'ils ne l'ont pas vu, il faut les fusiller pour incompétence. Il faut être sérieux quand même. Ça paraît impossible. Je sais bien que Bernanke n'est pas un aigle, bon, mais tout de même, non, ils le savent. Enfin, je veux dire, c'est tellement évident qu'on ne peut pas, comme ça, avoir des taux d'intérêt qui se maintiennent 4 ans, 5 ans en dessous de l'inflation réelle. C'est évident. Bon. Donc ils l'ont vu. Donc ils l'ont fait. Donc à un certain moment, c'est délibéré. Comment est-ce que ça a été possible ? Eh bien, mon opinion, et je vais conclure là-dessus, c'est que ça a été possible parce que eux-mêmes avaient été mis dans une situation, dans une logique, où il n'y avait plus rien en surplomb de l'exigence de profit financier. Et qu'est-ce qui leur a manqué ? Qu'est-ce qui a fait que leur libre arbitre les a conduits à faire du profit financier l'objectif ultime ? C'est qu'ils n'avaient rien au-dessus de leur libre arbitre. Normalement, il devrait y avoir quelque chose au-dessus. Il devrait y avoir un principe au-dessus du libre arbitre. Un serf-arbitre, si vous voulez. Et un serf-arbitre qui dit, en gros, sans aller jusqu'à parler de moraliser le capitalisme, ou de le rendre vertueux, ou de je ne sais quelle hypothèse puritaine qui n'a jamais existé que dans la théorie, qui consiste à dire, en gros, quand mon libre arbitre
me fait faire des choses qui vont manifestement à l'encontre du bon sens, qui vont manifestement à l'encontre de la logique élémentaire au regard des objectifs que mon humanité m'impose en quelque sorte à l'égard de l'humanité en général, eh bien, je dis, bon, stop, ça ne va plus. Et ce moment où il y a ce principe au-dessus, ce serf-arbitre en quelque sorte, cet arbitre qui est serf de quelque chose au-dessus, qui fait que l'acteur, dans son libre arbitre, dit stop, j'arrête, il y a un problème, ce moment, ils n'ont pas eu, ils ont continué. Je partage à 50% ce que vous avez dit sur le couple Greenspan-Bernanke. Il faut considérer que Greenspan, à la suite de la destruction du Wall Street Center en 2001, a essayé de faire en sorte que, eh bien, les relations monétaires entre, je dirais, tous les pays du monde, c'est-à-dire entre tous les êtres humains des différents pays du monde, puissent se faire. Et dans cette perspective, il a pris très rapidement la décision de diminuer les taux d'intérêt à court terme et de consentir des accords de swap entre les banques centrales. De fait, cette démarche a, disons, endigué cette destruction des relations qui aurait dû être consécutive à la destruction du Wall Street Center. Bien. Bernanke n'a jamais été dans ces conditions. Le seul reproche qu'on peut faire à Greenspan, c'est de ne pas avoir écouté ce qui lui était dit par les marchés financiers, contrairement à son habitude, contrairement à ce qu'il avait fait depuis 1987, quand ces marchés lui ont dit en fin 2002, début 2003, qu'il fallait réaugmenter les taux d'intérêt à court terme et, je dirais, grosso modo, les remettre à niveau des taux d'intérêt à long terme. C'est ça qui a été, disons, l'allumage de la mèche de cette crise des subprimes. Greenspan est fondamentalement quelqu'un de rationnel. C'était un adepte d'une philosophe russe émigrée aux États-Unis, qu'on ne connaît pas en France, bien qu'elle soit un best-seller aux États-Unis, qui s'appelle Ayn Rand. Bien, je ferme la parenthèse. L'autre point sur lequel je voudrais insister, et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais j'utiliserai d'autres mots, vous distinguez le profit comptable, que vous appelez aussi financier, du profit. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais moi, je préciserai votre première expression de profit, je parlerai de profit incertain. Ce que la finance apprend aux gens, c'est qu'il n'existe pas de profit certain. Tous les profits sont incertains et effectivement, c'est la réussite d'une action qui amène à ce que, eh bien, on va pouvoir obtenir un bénéfice. Et ce profit incertain ne peut pas être maîtrisé. Et effectivement, ex post, on parlera de profits financiers ou de profits comptables qui peuvent être obtenus avec des applications de techniques répréhensibles. Je suis d'accord avec vous. En revanche, et j'en aurai terminé, j'en viens au libre arbitre. Non, pour moi, il n'y a rien au-dessus du libre arbitre. Ça a été l'objet d'une longue querelle dans l'Église catholique. Pendant longtemps, la doctrine de saint Augustin, selon laquelle le libre arbitre n'existait pas, a, disons, cru et embelli jusqu'au XVIIe siècle avec l'école janséniste. Moi, je suis dans la perspective de saint Thomas d'Aquin, où le libre arbitre existe, où c'est justement le fondement de l'individu, de sa pensée. C'est ce libre arbitre qui lui permet de distinguer entre les choses qu'il peut avoir autour de lui,
Et en particulier, ce libre arbitre de la pensée de saint Thomas d'Aquin m'amène moi aussi à conclure, mais je conclurai sur une citation que j'aime bien d'un auteur qui est dans cette ligne, qui est Chateaubriand, qui dans les mémoires d'Outre-Tombe dit « Regardez à la fin d'un fait accompli et vous verrez qu'il a toujours été le contraire de ce qu'on en attendait quand il n'a pas été fondé sur la morale et la justice ».